Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un format un petit peu différent. J'ai sélectionné plusieurs histoires d'abonnés complètement au hasard. Je ne les ai pas lues, je vais les découvrir en même temps que vous. Ce sera la surprise, peut-être qu'elles seront bien, peut-être un petit peu moins. On verra. L'épisode sera probablement plus long, on est posé, tranquille, on raconte les histoires. Et moi, je vous cache pas que ça me fait du bien de faire ce genre de vidéo parce que ça m'allège un petit peu l'esprit, ça m'allège la tête, ça m'évite de me forcer un petit peu à trouver des histoires quand j'en ai pas. Donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire. Et moi je suis vraiment chaud à vous en faire peut-être même une fois par semaine, en plus d'un thread d'horreur classique, donc ça ferait 2 vidéos. Vraiment dites-moi, ça me ferait plaisir de vous lire et d'avoir votre avis par rapport à ça. Et surtout ça vous permettrait aussi de vous donner la parole et de temps en temps je pourrais interviewer une personne en l'appelant ou la faire participer d'une façon quelconque à la vidéo. C'est tout un truc qu'on peut imaginer, donc voilà, donnez-moi votre avis. Il y a 2 ou 3 personnes qui se sont senties offusqué sous la dernière vidéo parce que j'utilise le terme grand-maman. Eh bien, ces 2-3 personnes, sachez qu'il y a un concept qui existe depuis un petit moment déjà, c'est ce qu'on appelle les pays limitrophes. Vous avez sur une carte la France et tout autour, on a des petits pays. On a un pays qui s'appelle par exemple la Suisse. Je sais pas si vous connaissez, quelques recherches sur internet, ça va assez vite. Et malheureusement, il n'y a pas que les expressions françaises qui existent. Nous, en Suisse, on dit aussi grand-maman. En tout cas, moi je le dis et franchement, laissez-moi vous dire que si vous vous sentez offusqué parce que je dis grand-maman plutôt que grand-mère, franchement, votre vie, elle doit pas être si fun que ça. Donc la prochaine fois, si vous voulez mettre un commentaire pour dire que j'utilise une expression, un mot, etc. que vous ne dites pas en France, dites-vous juste qu'il y a d'autres pays dans le monde et qu'il n'y a pas que la France. Voilà, ça m'a fait rire de voir ces commentaires, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui sont juste totalement inconscients du monde dans lequel on vit. J'espère que ces 10 histoires d'abonnés vont vous plaire, j'espère qu'elles vont être sympas à lire, et moi je vous propose de ne pas attendre plus que ça avant de vous les raconter. Bonjour Melvin, je fais suite à une histoire que je t'ai envoyée récemment, mais cette fois, je reviens avec un récit beaucoup plus récent, donc encore bien présent dans ma mémoire. Si jamais mon témoignage est retenu, pour l'une de tes vidéos, j'aimerais que tu utilises le prénom Lohan, qui est mon 2e prénom, afin que je ne sois pas reconnu. Si tu es prêt, on commence. C'est parfait, c'est ce qu'on attend. J'ai 16 ans, et comme chaque été, j'ai décidé de prendre le train pour aller dans un petit village où vit une partie de ma famille. Plus précisément, la partie du côté de ma maman. Voilà, maman, mère, on revient sur le même débat. On met pas de commentaires pour ça. Grâce à mon apprentissage et au salaire que je gagne, j'ai pu louer une petite cabane dans un camping très bien noté. Cette année, comme moi je suis passé au lycée, je me suis fait un petit groupe d'amis. Nous sommes 4, il y a moi, Tyler, Noah et Max. Je leur ai proposé de m'accompagner. Comme nous faisons tous un apprentissage, nous avons pu prendre nos congés en même temps et partager les frais. Tout s'est organisé rapidement et on se réjouissait déjà de passer des vacances de rêve, d'autant plus que ce village se trouve sur le littoral, au bord de l'océan. Le jour J, on prend le train ensemble. Vers 14 h, on arrive dans une petite ville où mon grand-père vient nous chercher pour nous déposer au camping, qui se situe pas loin du lac. Ce détail a une importance, car ce lac a une réputation particulière. On raconte que, dans les années 50 ou 60, une secte pratiquait des rituels sur l'autre rive et aurait invoqué une malédiction. Depuis, des promeneurs auraient mystérieusement disparu dans les environs ou sur le lac. La police, à l'époque comme aujourd'hui, n'aurait jamais retrouvé leur corps et ça, malheureusement, c'est assez terrifiant. Dans le train, je raconte cette légende à mes amis. Comme nous sommes tous fans de films et d'histoires d'horreur, on se dit que ce serait génial d'aller faire de l'urbex de l'autre côté de la rive, là où les lieux sont abandonnés depuis plus de 40 ans. La première semaine passe tranquillement. On explore le village en trottinette électrique, je leur présente ma famille, on profite de la plage. Puis vient la 2e et dernière semaine et on prévoit notre expédition pour 2 jours plus tard. On achète un minimum de matériel pour la sécurité et le soir venu, on vérifie que tout le monde est vraiment partant. Personne n'est forcé, encore heureux, tout le monde accepte avec grand plaisir. Pour traverser le lac, on prend un pédalo. En approchant de l'autre rive, on commence à trouver les lieux beaucoup plus effrayants vus de près. Mais, étant habitué aux explorations, on n'est pas vraiment inquiet. Après 30 minutes, on accoste, on sécurise le pédalo pour ne pas le perdre, et on commence à explorer à la lampe torche. On tombe sur des petites cabanes semblables à celles de notre camping, mais laissées à l'abandon depuis 40 ans. Bois qui grince, plancher qui craque. Après environ 1 heure, on s'apprête à repartir, quand on entend un grand craquement et des grincements qui proviennent de l'une des cabanes qui se trouve à l'écart. Tyler, mon ami, propose d'aller voir. On est tous partants, pensant que ça va un petit peu pimenter la soirée. Cette cabane, elle est un peu en meilleur état que les autres. Et la seule entrée est par la porte. Derrière, il y a normalement une sorte de paroi rocheuse. On entre et il n'y a rien. On est déçu, on décide de faire une blague à Noah, donc un autre ami. On le pousse à l'intérieur et on ferme la porte. Mais juste après, on entend un énorme bruit sourd. On réouvre la porte et Noah a complètement disparu. À la place, il y a un trou béant dans le mur du fond, là où devait se trouver la paroi rocheuse. Derrière, un escalier en colimaçon descend sous terre. On pense que Noah est tombé et s'est blessé, alors on descend très rapidement. On le trouve à genoux, complètement figé et incapable de parler. Il nous montre du doigt le fond de la pièce. Et là, autant te dire que nos sourires disparaissent complètement. Devant nous, une salle sinistre, maculée de sang,
avec un pentagramme au sol et plusieurs caissons verticaux ressemblant vaguement à des cercueils. On en ouvre un et une odeur insoutenable envahit la pièce. Là, je vous épargne un ou deux détails. En gros, ils ont trouvé un corps dans un cercueil. Max panique complètement et fait une crise d'asthme. Je retrouve sa ventoline, je l'aide et on décide de fuir. Mais avant de partir, j'appelle la police parce que dans ma tête, je me disais qu'on aurait pu aider à rendre justice aux victimes. La policière au téléphone paraît surprise. Elle venait justement d'être alertée par des habitants d'un village voisin qui avaient vu un groupe de personnes vêtues de capes se diriger vers l'endroit où nous étions. Elle nous ordonne de nous cacher absolument immédiatement. On grimpe dans les arbres pour ne pas être repérés. Quelques minutes plus tard, on voit ce groupe arriver avec une femme ligotée. Ils entrent dans la salle et heureusement, 2 minutes après, la police débarque. On leur crie de se dépêcher, ils foncent, des coups de feu retentissent, ils ressortent avec la femme, saine et sauve. Plus tard, on apprend que les corps retrouvés faisaient partie des disparus des années 50 et que les personnes arrêtées étaient les descendants des fondateurs de la secte. Ils sont désormais en prison. Cette histoire nous a profondément marqués et nous a rapprochés comme une vraie petite famille. Merci pour ton histoire. Je vais pas vous mentir, pour moi cette histoire est complètement inventée, elle est complètement fausse. Parce que déjà dans l'histoire, quand tu dis que tu vois un corps en décomposition, sachant que ça fait 40 ans, en 40 ans, le corps, il n'existe plus. Il y a des os à la limite, mais c'est tout. Et que bizarrement, le soir où vous allez faire de l'urbex, vous croisiez des gens avec des capes, enfin c'est vraiment très cliché. Après, peut-être que vous l'avez vraiment vécu, mais selon moi, cette histoire, elle est fausse. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire et ouvrez le débat. On est parti pour la deuxième histoire. Salut Melvin, je m'appelle Julian, j'ai 15 ans et je te suis depuis maintenant 1 an. Salut Julian, merci, c'est très gentil. J'adore tes threads. Les écouter le soir sur Spotify est devenu une habitude qui me détend énormément. Petit rappel mes amis, les épisodes sont disponibles sur Spotify en vidéo. Si vous avez un abonnement pour la musique, il n'y a plus de pub et vous pouvez verrouiller le téléphone. Je précise également que les histoires sont disponibles sur Apple Podcast, Deezer et d'autres plateformes. Donc comme ça, tout le monde est au courant. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te raconter plusieurs événements traumatisants qui se sont produits il y a 2 ans, quand j'avais 13 ans. En 2023, ma vie allait parfaitement bien. J'avais ma famille, un foyer et un groupe d'amis inséparables. L'été venait de commencer, et comme toujours, nous adorions sortir, explorer et profiter de nos journées à l'extérieur. Cette année-là, nous nous étions fixé un objectif, construire une cabane dans la forêt et y passer absolument tout l'été. La forêt en question se trouvait à environ 4 km de chez moi. C'était un endroit réputé calme, joli et sans histoire. Je tiens à préciser que nous avions déjà un peu d'expérience en construction et en exploration. La première semaine des vacances, nous avons cherché un emplacement éloigné des sentiers principaux pour ne pas gêner les randonneurs. Après quelques jours, nous avons trouvé l'endroit parfait et avons commencé les travaux. Chacun avait son rôle. Avec mon ami Théo, nous étions chargés de récupérer le bois. Tout se passait bien jusqu'à ce que, au bout d'une semaine, de petits événements étranges commencent à se produire. Par exemple, nous laissions parfois des objets dans la cabane, comme des emballages, et le lendemain, ils avaient disparu. On se rassurait en se disant que c'était peut-être le vent ou un animal qui vient manger, mais ces disparitions devenaient quotidiennes. Théo et moi commencions à trouver ça vraiment bizarre, mais nous avons préféré nous taire pour ne pas inquiéter ou agacer le reste du groupe. Fin juillet, notre cabane était terminée. Nous en étions fiers et passions toutes nos journées à l'intérieur. Mais ce sentiment d'être observé devint de plus en plus présent. Et Théo, lui, le ressentait aussi. Puis un matin, en arrivant sur place, nous avons découvert qu'une partie de notre cabane avait été brûlée et cassée. Pas complètement détruite, mais assez pour nous énerver. Parce qu'après tout, on avait passé beaucoup de temps à la construire. Petit détail, il n'y a eu aucun orage ou aucune intempérie récente, c'était clairement un acte volontaire. À ce moment-là, l'inquiétude, elle a gagné absolument tout le groupe. Les jours suivants, les événements s'intensifièrent. Des bruits étranges, des disparitions d'objets, toujours plus gros, et toujours ce fameux malaise et ce fameux sentiment d'être observé. Un jour, alors que j'étais parti chercher du bois avec Théo, il m'a chuchoté « Mec, cache-toi, il y a quelqu'un là-bas ». J'ai jeté un coup d'œil, et effectivement, il y avait une silhouette, tout en noir, immobile au loin. Impossible pour moi de dire si c'était un homme ou une femme. Cette silhouette semblait nous observer, et au moment où je la regarde, elle dépose un objet au sol avant de partir en courant. Quand elle est partie, on s'est approché. C'était une pelle. À ce moment-là, on a couru à la cabane, paniqué, et on a expliqué la situation au groupe. La décision était unanime. Il fallait quitter cet endroit immédiatement. Malgré cela, quelques jours plus tard, nous avons voulu retourner vérifier, et ce fut une erreur. Dès notre arrivée, une odeur à gerber nous a pris à la gorge. Elle était si insupportable que certains de mes amis ont carrément vomi. Plein de mouches tournaient autour de la cabane, enfin vraiment, l'ambiance était super glauque, et en m'approchant, j'ai vu ce qui reste, à ce jour, l'image la plus horrible de toute ma vie. Un cadavre d'animal, probablement un chien ou un gibier, à moitié enterré, en plein milieu de notre cabane. Pas à l'extérieur, en plein milieu. Pris de panique, on s'est barré. Jamais de ma vie je n'ai couru aussi vite, et une fois à l'écart, nous avons appelé la gendarmerie. 15 minutes plus tard, les forces de l'ordre étaient sur place, ils nous ont interrogés, et j'ai tout raconté. Quelques semaines plus tard, nous avons appris que l'enquête avait été abandonnée, faute de preuves. Cette histoire restera sans doute à jamais un mystère. Ma théorie, cette silhouette en noir nous observait depuis longtemps.
Elle a d'abord saboté notre cabane, puis, voyant que nous revenions, elle est revenue avec une pelle pour enterrer ce cadavre à l'intérieur, soit pour nous effrayer, soit comme avertissement, ou peut-être pire encore. Aujourd'hui, ma vie a repris son cours, mais je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette forêt. Merci d'avoir pris le temps de me lire, je te laisse te faire ta propre hypothèse, et qui sait, peut-être en feras-tu une vidéo. Ce serait, pour moi, un vrai rêve. Bonne journée à toi Melvin, et continue ton travail, il est génial. Merci beaucoup pour tes gentils mots et pour ton histoire, ça m'a fait super plaisir. Petite information, il faut toujours avoir des rêves beaucoup plus grands que ce que je raconte ton histoire en vidéo. Ça c'est pas un rêve, tes rêves ils doivent vraiment être extrêmement grands. Mais en tout cas, merci pour ton histoire, pour moi elle me paraît plausible, enfin je veux dire elle peut s'être vraiment passé. Concrètement, que voulait cette personne, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement c'est quelqu'un qui voulait vous faire peur. Après, quand même, faire peur en enterrant un animal, enfin c'est assez particulier, il faut vraiment être fou. Mais, vu dans le monde dans lequel on vit, ça m'étonnerait pas. À nouveau, n'hésitez pas à interagir en commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. On est parti pour la troisième histoire. Bonsoir, j'adore regarder tes vidéos, et malheureusement, j'ai moi aussi une histoire à te raconter. Quand j'étais petite, il m'arrivait souvent d'aller dormir chez la mère d'un ami de mon père. Un homme que j'ai toujours considéré comme mon oncle d'ailleurs. Sa mère, je la voyais un peu comme ma propre famille. Elle avait une fille handicapée qui vivait toujours avec elle, et ça n'a jamais changé. Cette fille, elle adorait les poupées, mais pas n'importe lesquelles. Il s'agissait de poupées en porcelaine très anciennes, de clowns étranges, et même de poupées au sourire très inquiétant. Personnellement, c'est tout ce que je déteste, mais après, chacun son truc. Tout était installé dans une grande pièce vide à l'étage qui servait de couloir. La chambre où je dormais se trouvait juste à côté de cette pièce, et depuis toute petite, je m'y sentais très mal à l'aise. Parfois, ma cousine, donc la fille de mon pseudo-oncle, venait aussi dormir chez sa grand-mère. Et juste pour vous embêter, je vais dire, venait aussi dormir chez sa grand-maman. Ça fait qu'on se retrouvait dans la même chambre. Le soir, on avait toujours du mal à s'endormir. On se réveillait plusieurs fois dans la nuit, c'était difficile à expliquer, mais la sensation que je ressentais était glaciale. Au point de me donner de gros frissons, la chair de poule et tout ce qui va avec. Depuis, j'ai même développé des crises de spasmophilie. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, j'imagine que c'est quand on a des spasmes. Est-ce que ma logique est bonne? Peut-être ou pas du tout. Un soir, alors que tout le monde dormait, on a entendu du bruit dans les escaliers. Ma cousine, qui avait à ce moment-là 5 ou 6 ans de plus que moi, s'est levée pour filmer avec son téléphone. Elle a ouvert la porte de la chambre juste assez pour passer son bras et allumer le flash. Moi, j'étais tellement terrorisé que j'ai fini par me faire pipi dessus. Pour me dédouaner, j'avais à peine 6 ou 7 ans. T'inquiète pas, on ne juge pas. Quand elle a regardé la vidéo, elle est devenue complètement silencieuse. Puis, elle a appelé son père, lui demandant de venir nous chercher. Au début, il était sceptique, mais il a vite compris que notre peur était bel et bien réelle. Il a prévenu notre grand-mère, notre grand-maman, qui est montée pour rester avec nous le temps qu'il arrive. On est rentré chez lui cette nuit-là, et depuis, je n'ai jamais remis les pieds là-bas pour dormir. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur cette vidéo et qu'est-ce que ma cousine a vu pour avoir peur à ce point-là. Des années plus tard, j'ai appris ce que ma cousine avait vu sur cette vidéo. Toutes les poupées étaient tournées vers la porte. Et au milieu du couloir, la fille qui souffrait d'un handicap se tenait immobile, nous fixant elle aussi. Le plus étrange, c'est que sa chambre était logiquement au rez-de-chaussée à cause de son handicap. Elle n'avait donc aucune raison d'être là-haut, au beau milieu de la nuit. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, cette histoire m'a laissé avec une phobie absolument immense des poupées, même si j'adore toujours les histoires paranormales, les films d'horreur et des threads d'horreur. Malheureusement, il n'existe plus aucune trace de la vidéo, le père de ma cousine l'a supprimée en essayant de nous rassurer en disant qu'elle devait être somnambule. Mais honnêtement, cette version, je n'y ai jamais cru. Voilà mon histoire, elle me donne encore des frissons, rien qu'en l'écrivant. Merci beaucoup pour ton histoire, j'avoue qu'elle fait bien flipper, moi tout ce qui est clown, poupée ancienne, etc. c'est tout ce que je déteste. Après, chacun son délire, si vous aimez ça tant mieux, mais moi c'est pas mon truc. Moi, en lisant comme ça ton histoire, j'ai une autre question qui me vient en tête, je ne connais pas la nature du handicap de cette personne, mais admettons, si malheureusement c'est un handicap physique et qu'elle est en chaise roulante, eh bien, votre chambre est censée être à l'étage, comment est-ce que cette personne a pu monter les escaliers de elle-même? Ou alors il y a un système, parce que moi j'ai un ami qui a aussi un handicap et chez lui il a une sorte de petite chaise qui monte les escaliers. C'est automatique, ça se fait tout seul, mais est-ce qu'il y avait ça chez vous? Enfin, vraiment, ma question, c'est comment est-ce qu'elle a pu monter d'elle-même les escaliers? Après, peut-être que je me trompe complètement et que le handicap n'est pas physique. Si jamais tu regardes la vidéo, tu peux sans autre mettre un commentaire, comme ça nous donnera un petit peu plus d'infos, et peut-être qu'on trouvera une raison. Mais j'avoue, la situation, j'aurais pas voulu la vivre. Merci encore pour ton histoire, d'avoir pris le temps de l'écrire, et moi je vous propose de passer à la 4e. Bonjour Melvin, j'espère que tu vas bien. Si tu pouvais raconter mon histoire sur ta chaîne, ce serait un immense honneur pour moi. Eh bien, je la raconte, c'est un honneur plutôt pour moi que pour toi. Je m'appelle Safa. Cette histoire s'est passée il y a seulement quelques semaines, quand j'avais 13 ans. Elle risque de te glacer le sang. Je suis croyante et pratiquante. Je fais mes 5 prières par jour, et depuis mes 9-10 ans, je fréquentais une école où l'on apprenait les langues et d'autres matières. C'est là que j'ai rencontré une fille, appelons-la Rose, plus jeune que moi de 2 ans. Au début, Rose me collait un peu, disant que j'étais sa meilleure amie alors que je ne la connaissais presque pas. Un jour, la prof m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « Safa, c'est bien que tu sois amie avec Rose, mais
sache qu'elle n'est pas très bien dans sa tête. Elle m'expliqua que Rose avait probablement des troubles. Sur le coup, je n'avais pas vraiment compris, mais j'ai eu pitié d'elle et décidé d'être gentil, sans pour autant devenir trop proche d'elle. Un peu comme pour l'accompagner, mais sans plus. Puis, un jour, dans notre quartier, on a entendu parler d'enlèvement d'enfants. Ma mère, en parlant avec la mère de Rose, réalisa que nous étions entre guillemets amis. Les deux mamans sont également devenues amies à leur tour et Rose a commencé à venir chez moi. Avec le temps, sa présence me pesait. Elle me suivait partout, elle imposait ses caprices et je devais toujours l'emmener avec moi, peu importe où j'allais. Un jour, la mère de Rose a annoncé à la mienne qu'elle partait en week-end avec son mari. Elle lui a dit aussi qu'elle laisserait Rose chez sa tante, mais à ce moment-là, Rose s'est mise à hurler. Non, moi je veux rester avec Safa. Ma mère, pensant faire plaisir, proposa qu'elle reste chez nous, naturellement. Le week-end arriva. Malgré tout, je passais un peu de temps avec ma cousine, tandis que Rose traînait derrière moi. On dormait dans des chambres séparées, faute de place, et en plus, j'étais bien contente. Puis vient le jour du drame. J'étais dans le jardin avec mon oncle, la personne à qui je fais le plus confiance sur cette terre. Je lui dis à ce moment-là que je dois aller prier, il me conseille un coin assez calme entre le poulailler et la serre, puis lui, il est parti au garage pour bricoler. Pendant ma prière, presque à la fin, j'entends une voix qui se situe juste derrière moi. Ce n'était pas celle de mon oncle parce que celle-ci je la reconnais parmi 1 million, mais mon instinct, à ce moment-là, il me dit « Retourne-toi ». Je termine vite et je me retourne et je vois Rose. Elle tient, à ce moment-là dans les mains, une énorme binette prête à m'asséner un coup. Si vous êtes comme moi et que vous ne saviez pas ce que c'était une binette, parce que oui, je ne connais pas ce mot, j'ai regardé vite fait sur Google et apparemment c'est comme une sorte de pioche, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Donc en gros, Rose, elle tient une pioche dans les mains. Je tente à ce moment-là de reculer en glissant sur la terre et elle me frappe au tibia. Elle enchaîne les coups pendant que je criais d'absolument toutes mes forces. En me débattant, je tombe dans un petit fossé. C'est là qu'elle prononce une phrase que je n'oublierai jamais de ma vie. Inutile de gueuler, personne t'entendra. J'ai enfermé ton oncle dans le garage. À cet instant, j'étais convaincu que j'allais mourir. Puis, soudain, un grand boom retentit. Mon oncle venait de défoncer la porte du garage. Voyant Rose, il lui arrache l'arme des mains, la repousse au sol et alerte tout le monde par téléphone. Il me trouve couvert de sang, en état de choc et quasiment inconsciente. Après tout, je venais de me prendre des coups dans le tibia et ça faisait super mal. Les secours arrivent. Ma mère appelle la mère de Rose, elle lui demande de faire venir quelqu'un pour récupérer sa fille immédiatement. Depuis ce jour, on a coupé tout contact avec elle et sa famille, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue, ni pourquoi elle a fait ça, mais en tout cas, cette histoire m'a traumatisé. Voilà Melvin, si tu racontes mon histoire, ce serait pour moi un rêve. Merci Safa pour ton histoire, j'espère que je l'ai bien raconté comme tu me l'as raconté toi-même. J'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est que cette personne n'est pas bien dans sa tête et que voilà, elle a peut-être des crises de colère, etc. Je connais pas cette personne, je ne connais pas sa vie, je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé. La seule chose que je peux te dire, c'est que je suis content qu'aujourd'hui tu sois saine et sauve, que tu aies retrouvé ton tibia et que tu aies la vie que tu mérites. Le fait que tu ne saches pas ce qu'est devenue cette personne ou ce qu'elle fait de ses journées, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de te concentrer sur toi. Pour moi, cette histoire, elle peut s'être réellement passée, il n'y a pas de choses qui me choquent. Enfin, qui me choquent, on s'entend, l'histoire est choquante, mais c'est pas des choses qui me paraissent irréelles. Donc, à nouveau, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On est parti pour la 5e histoire. Salut Melvin, je suis fan de tes vidéos et j'aimerais te partager mon histoire. Je m'appelle Ella, j'ai 16 ans aujourd'hui, mais tout a commencé en 2015, quand j'avais 6 ans. Cette année-là, j'ai perdu ma grand-mère. Nous étions en route, en famille, pour Portaventura, lorsque mon père a reçu un appel. Elle venait, malheureusement, de nous quitter. Nous avons fait demi-tour et ma petite sœur et moi avons été déposés chez des amis de mes parents pendant qu'eux allaient vider sa maison. La nuit qui a suivi, j'ai enchaîné les cauchemars. Quelques jours plus tard, j'ai entendu une voix me répéter « Ne pleure pas, je suis là. » C'était la voix de ma grand-mère. Alors j'ai commencé à lui parler tous les jours, comme à une amie un peu imaginaire. Mes parents, évidemment, commençaient vraiment à se poser des questions. Un jour, cette voix s'est mise à me souffler une date en boucle. 1977, 1977. Je ne comprenais pas, jusqu'à ce que je décide de demander à mon père si cette date signifiait quelque chose pour lui. Il m'a regardé et il s'est figé, complètement paralysé. Le soir, il m'a expliqué que cette année-là, ma grand-mère avait abandonné mon père et ma tante, disparaissant sans rien dire avant de revenir quelques mois plus tard. En entendant ça, j'ai crié à ma grand-mère de partir, que je ne voulais plus avoir affaire à elle, et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais entendue. L'histoire reprend en 2019, 4 ans plus tard, j'avais alors 10 ans. Cette année-là, j'ai perdu un oncle dont j'étais très proche, et une nuit, alors que je pleurais dans mon lit, j'ai senti un poids, comme si quelqu'un s'asseyait près de moi. Puis une voix a murmuré « Dors, Ella, tu peux dormir. » J'étais tétanisé. Quelques mois plus tard, je suis parti en vacances avec ma tante et sa fille, mon oncle allait devenir grand-père, et j'étais en train de jouer avec sa petite fille quand je l'ai vu. Il me souriait, mais fixait sa petite fille avec une expression de profonde tristesse. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, je n'ai plus jamais vécu ce genre de choses, mais ces expériences m'ont marqué à vie. Elles ne sont peut-être pas effrayantes pour tout le monde, mais elles le sont pour moi. J'espère que tu pourras partager mon histoire, sache que je t'adore et que j'adore tes vidéos. Merci beaucoup Ella pour ton histoire, je n'ai
pas d'explication parce que ça touche un petit peu au paranormal. En tout cas, si aujourd'hui tu n'as plus jamais entendu ces personnes ou tu ne les as plus revues, peut-être que c'est derrière, peut-être que ça va arriver à nouveau, je ne sais pas, je connais pas vraiment ce monde. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé ton histoire. Avant de vous raconter la prochaine histoire, envoyez-moi votre récit à melvinvideos@gmail.com. S'il vous plaît, quand vous envoyez une histoire, n'envoyez pas juste 2 paragraphes pour dire qu'il y avait quelqu'un dans votre jardin. Plus vous donnez de détails, plus vous donnez de matière, plus vous aurez de chances d'être sélectionné pour les vidéos. Parce que moi, je peux pas juste vous raconter, ben voilà, elle a ouvert sa fenêtre, elle a vu quelqu'un dans le jardin qui est parti en courant. Ça n'a pas de sens. Salut Melvin, j'espère tout d'abord que tu te portes bien, que tes vacances se passent bien. Personnellement, ça se passe bien. Ça fait à peu près 2 ans que je suis tes vidéos et je tenais tout d'abord à te remercier pour le très bon contenu que tu nous proposes en espérant que tu continues. En tout cas, sache frérot que tu nous régales de ouf. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir de lire ce genre de mots, ça me motive encore plus à vous sortir des histoires. Et à juste ne jamais arrêter. Je te contacte car j'aimerais te faire part d'une histoire vraie que j'ai vécue alors que j'avais environ 12 ans. C'est un terrible fait et peut-être que ce jour-là, j'ai frôlé la mort. Ce qui est différent avec mon récit, c'est que j'aimerais donner une leçon aux plus jeunes qui regardent tes vidéos, genre les pré-ados, et les sensibiliser à rester tranquilles et surtout à écouter les adultes. Je m'appelle Nolan et j'ai 24 ans aujourd'hui, mais quand cette histoire s'est passée, j'en avais seulement 12. J'habite pas loin de Paris, mais j'ai toujours adoré voyager depuis que je suis gamin. Pendant 5 étés de suite, de 2009 à 2013, ma mère m'inscrivait chaque mois de juillet à des colonies de vacances. C'était des expériences géniales. J'ai parcouru la France, fait du camping, de la randonnée, de la spéléo, de l'acrobranche, que des trucs fun, et j'adorais ça. Mais l'été 2013 a été le pire de toute ma vie, et ce fut la dernière fois que je suis allé en colonie. Cette année-là, la colo se passait sur l'île d'Oléron, une île à l'ouest de la France reliée au continent par un grand pont. L'endroit est connu pour sa chaleur l'été, ses bons produits locaux, ses plages et surtout pour Fort Boyard. Le camp était installé en pleine nature. Imaginez plusieurs petits bâtiments disposés en forme de L, d'un côté l'entrée, de l'autre des buissons épais qui plongeaient directement dans la forêt. Les bâtiments étaient séparés en dortoirs pour les enfants, en salle à manger et chambres des animateurs. Et d'autres pièces utiles à la vie sur le camp. À l'époque, j'étais assez rebelle et j'aimais pas trop suivre les règles. Heureusement, 2 de mes potes, Malik et Enzo, étaient avec moi. Autant dire qu'on était prêts à faire n'importe quoi. Les 6 premiers jours se sont super bien passés. On s'éclatait, mais au 7e jour, on a commencé à déraper, surtout à cause de nous. Ce soir-là, on jouait à des jeux de société comme Uno de 20h à 23h. Ensuite, les animateurs ont annoncé le couvre-feu, tout le monde est allé se coucher, et moi je partageais ma chambre avec Malik et Enzo. On s'est brossé les dents, puis au lit, et environ 30 minutes plus tard, toutes les lumières ont été coupées. C'est là que j'ai eu une idée de merde. Une balade de nuit dans la forêt. On avait 12 ou 13 ans à peine. On a discrètement ouvert nos fenêtres, regardé autour, tous les animateurs dormaient parce qu'ils étaient juste crevés de leur journée. On a traversé silencieusement la cour du camp, longé les bâtiments et on est entré dans les buissons de l'autre côté. On a marché environ 10 à 15 minutes dans la forêt. Moi, je racontais des histoires d'horreur flippantes pour faire marrer les autres. Jusqu'au moment où on est tombé sur un vieux portail rouillé. Celui d'une maison qui semblait être abandonnée. Elle était délabrée, lugubre, comme une maison de sorcière. Et bien sûr, comme on était jeunes et débiles, on a décidé d'entrer dans le jardin. Le portail était étonnamment ouvert. On est donc entré. À peine quelques pas dans le jardin, un hurlement énorme a retenti. Une voix d'homme, grave, menaçante, qui a crié quelque chose qu'on n'a même pas compris au début tellement on était tétanisé. Puis, la porte de la maison s'est ouverte d'un coup. Sous le porche, on a vu un homme foncer droit vers nous. On a paniqué. Presque en pleurs, on a rouvert le portail à toute vitesse et on s'est mis à courir, comme jamais, droit vers le camp. On est arrivé essoufflé, en larmes, en réveillant tout le monde. On était dans un état de panique totale. Les animateurs nous ont évidemment engueulés. C'était hyper dangereux ce qu'on avait fait, mais ils ont bien vu à nos têtes qu'on n'inventait rien. On leur a tout raconté et ils nous ont laissé retourner dans notre chambre, mais moi, je n'ai pas dormi. Un détail m'est resté en tête grâce à la lumière de la lune. L'homme boitait. Il avait une jambe de bois, mais malgré ça, il courait vite. Peut-être même un peu trop. Je pensais que c'était fini, mais détrompez-vous. Le 9e jour, dernier jour de camp, on faisait des activités dehors quand un animateur a demandé à tout le monde s'il avait son maillot de bain. L'activité d'aujourd'hui, c'était piscine. Je lui ai dit que j'avais oublié le mien et que j'allais le chercher dans la chambre. Le dortoir était à peine à une dizaine de mètres. J'y suis allé seul. J'ai ouvert la porte et, sans trop savoir pourquoi, je l'ai refermée derrière moi sans allumer la lumière. Il faisait presque noir complet dans la pièce à cause des volets, mais vous savez, grâce aux petits trous dans les volets, il y avait un tout petit peu de lumière. Et là, à 4-5 mètres de moi, je parviens à distinguer une silhouette humaine, grande, immobile, mais tout de même recroquevillée ou semi-accroupie, comme si cette silhouette essayait de se cacher dans la pénombre du recoin de la chambre. Je pouvais pas voir son visage, juste une forme, je comprenais pas, j'étais figé, paralysé par la peur. Le mec pensait que je ne l'avais pas vu alors qu'il y avait quand même un petit peu de lumière. Dans ma tête, j'ai eu un déclic, j'ai capté que ses intentions étaient à 99% malveillantes. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, probablement que 4, 5, 6 secondes, je suis resté comme ça, incapable de bouger, puis j'ai tourné les talons d'un coup
ouvert la porte et je me suis mis à courir en hurlant qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Je suis revenu en pleurs au centre du camp. Bien évidemment, plusieurs animateurs sont partis en courant pour vérifier. Quand ils sont revenus, ils ont demandé à tout le monde de venir. Ils avaient trouvé quelque chose sur le sol. C'était une feuille avec ces mots écrits dessus. Je reviendrai cette nuit. Je suis resté figé, paralysé, puis j'ai fondu en larmes. Cette nuit-là, les animateurs ont fait des rondes 2 par 2 devant chaque porte. Personne n'a pu entrer. Heureusement, personne n'est revenu. Le lendemain, on est rentré chez nous et depuis ce jour, je suis plus jamais allé en colonie. J'ai mis des années avant d'oser repartir en vacances dans un endroit qui m'était inconnu. C'est seulement à 19 ans que j'ai commencé à voyager de nouveau par moi-même. Quand j'ai raconté tout ça à ma mère, elle m'a dit que j'avais été à la fois con et courageux pour mon âge et que j'avais bien fait de ne pas crier parce que peu importe la personne que c'était, elle n'avait clairement pas de bonnes intentions. Et je t'avoue, le fait d'aller me promener dans cette forêt en pleine nuit avec mes potes alors qu'on est en colonie, c'était une idée de merde. 12 ans plus tard, je m'en souviens encore. J'ai toujours ces questions en tête. C'était qui? Était-ce le même homme? Qu'est-ce qu'il me voulait? Pourquoi est-ce qu'il était là? Comment a-t-il trouvé ma chambre? Ces questions, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. Aujourd'hui, j'en rigole un petit peu, mais parfois, il suffit d'un rien pour que l'angoisse me reprenne. Je vais globalement beaucoup mieux en 12 ans quand même, heureusement, mais j'avoue qu'il suffisait vraiment que je ne remarque pas ce gars dans la chambre pour que peut-être je ne fasse plus partie de ce monde et qu'il soit arrivé je ne sais quoi. Merci beaucoup, Nolan, pour cette histoire. J'espère qu'aujourd'hui ça va mieux. Enfin, t'as l'air de le dire, donc je suis content. Je ne peux pas répondre à ta place, enfin je ne peux pas répondre à la place de cette personne. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne sais pas, mais évidemment, il avait des idées un petit peu bizarres. Est-ce que c'était quelqu'un qui n'était pas bien dans sa tête et qui s'est retrouvé perdu là? C'est une possibilité. Est-ce que c'est un fou qui était là pour faire du mal à des gens? C'est aussi une possibilité. Mais bon, j'ai envie de dire, d'un côté, il y a une partie de moi, et je pense une partie de toi qui dit j'ai envie de savoir, mais je pense que pour nos têtes, c'est mieux de ne jamais le savoir et de continuer notre vie. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui tu ailles bien, et visiblement, c'est le cas. Je vous propose de passer à la prochaine histoire. Hello, j'espère que tu vas bien. Voici mon histoire. Elle se passe dans ma tête, mais comme dirait Dumbledore, pourquoi cela voudrait-il dire qu'elle n'est pas réelle? Pour te mettre dans le contexte, je ne suis ni totalement dans le rejet du paranormal et des phénomènes inexpliqués, ni dans leur acceptation complète. En gros, ça veut dire que la personne, elle est un peu comme moi, elle n'y croit pas et elle y croit en même temps, voilà, c'est neutre. C'est comme si j'étais presque sûr que ça existe, mais si je n'y pense pas trop, ça rend la chose non réelle et ça m'en protège. J'ai cette sensation que tout est vrai, mais si je me mets à y croire trop fort, ça deviendra réellement tangible. Je ne peux pas donner une date précise, mais je dirais que c'est arrivé il y a environ 1 an et demi. Tout commence avec un rêve. Je me souviens pas de tout en détail, seulement qu'à un moment, je parle avec une personne que je ne connais pas. Elle me dit « Bientôt, quelqu'un qui est décédé viendra te voir. Il ne faut pas que tu aies peur, elle veut juste discuter avec toi. » Je me réveille aussitôt. Pas comme après un cauchemar, mais plutôt en me disant « Waouh, mon cerveau est parfois vraiment fou. » Comme c'est l'heure de me lever à ce moment-là, je pars travailler et je n'y repense plus. Autant dire que j'ai complètement oublié ce rêve lorsque j'en fais un deuxième. Cette fois, je suis avec 4 ou 5 personnes, dont des collègues en Espagne. On se trouve dans une petite ruelle devant un portail qui semble mener à un bâtiment. Avec mon père, on décide de regarder par-dessus le portail pour essayer d'apercevoir l'endroit, mais on ne voit pas grand-chose. Soudain, un homme, encore un inconnu, arrive vers nous dans la ruelle. Il dit 1 ou 2 phrases en espagnol, bien que je sois plutôt bon dans cette langue, je ne comprends pas un mot. Je suppose qu'il nous reproche de regarder au-dessus du portail, peut-être que c'est chez lui, et évidemment il n'aurait pas tort. Je m'excuse en français et je lui dis qu'on s'en va. Mais l'un de mes collègues, très doué en espagnol, me corrige. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il était mort et qu'il voulait simplement discuter avec toi. Pris de panique, je n'ai pas le temps de lui parler, je me réveille aussitôt. Sur le trajet pour aller travailler, j'en parle à ma mère. Et c'est à ce moment-là que je me souviens du rêve d'il y a 2 semaines. Si tu attends une explication rationnelle, je n'en ai pas. Ça tombe bien, moi non plus. Et ce n'est pas fini. Un autre rêve sans lien avec les 2 précédents. Je fais partie d'une radio, je suis animateur et avec 3 collègues, nous partons à la montagne pour 2 jours d'émission délocalisée dans une station de ski. Expérience super sympa, sauf pour la nuit que je vais passer. Comme on reste 2 jours, on dort dans un petit appartement. Un salon en bas et 3 lits en haut. Une collègue dort sur le canapé en bas et nous sommes 3 à dormir en haut. Je prends le lit le plus proche de l'escalier. En plein milieu de la nuit, j'ouvre les yeux et j'entends quelqu'un monter les marches. Je pense que c'est ma collègue, mais non, c'est une grand-mère que je vois arriver comme si elle inspectait la pièce. Sans comprendre pourquoi, je décide de ne pas réagir et je referme les yeux. Quand je les rouvre, elle n'est plus là. Ça ressemble un peu à une paralysie du sommeil, sauf que je n'en ai jamais eu avant. Et depuis, je n'en ai plus jamais eu. Le plus étrange, c'est le lendemain matin, j'en parle à un collègue avec qui je m'entends très bien. Au début, il est intrigué, presque amusé, mais plus je lui décris la scène, plus son visage se ferme. Il finit par me dire qu'une de ses ex voyait régulièrement une grand-mère dans ses rêves ou ses paralysies du sommeil, et qu'il ressentait souvent sa présence. Lui-même la voyait beaucoup aussi,
C'était comme si cette grand-mère essayait de passer par lui pour atteindre cette fille. Le problème, c'est que j'ai décrit cette grand-mère avec précision et il m'a dit que ma description était exactement la bonne. C'est la seule fois où j'ai dormi dans la même pièce que lui et la seule fois où ça m'est arrivé. Toujours aucune explication. Ça me conforte seulement dans mon idée que tout ça c'est réel, ou au moins partiellement, parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, donc ce fameux collègue, et c'est sûrement ça qui me fait le plus peur. Je ne suis pas traumatisé par ces histoires, je trouve ça plutôt curieux, comme une anecdote étrange, mais si possible que cet homme mystérieux et cette grand-mère évitent de revenir. Si ta communauté a des explications, je les prends volontiers. Personnellement, j'en ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Si vous avez des explications, mettez-les en commentaire, parce que moi, franchement, je n'en sais rien. J'ai envie de vous dire que ça peut être un énième rêve, mais en même temps, s'il y a un collègue qui a vécu la même chose, ben, c'est quand même peu probable. Enfin, voilà, je vous laisse interagir dans les commentaires. Oui, je sais, je suis un salaud, je vous donne la balle, je me dédouane. Désolé. Prochaine histoire. Bonjour Melvin, comment vas-tu? Je suis une nouvelle abonnée et j'adore ton contenu. Je découvre petit à petit ton travail. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et bienvenue sur la chaîne. Je souhaite rester anonyme, car je suis soumise au secret professionnel, mais j'aimerais partager mon histoire qui m'a laissé un traumatisme psychologique assez lourd. Je suis infirmière et j'ai toujours voulu travailler en psychiatrie. C'est une discipline que j'adore. Elle est riche en émotions, en adrénaline, en imprévus et en apprentissage. Je commence directement après mon diplôme, et je découvre cet univers fascinant. Un jour, nous admettons un patient que nous allons appeler Théo. Théo est schizophrène, paranoïde, avec un délire mystique. Au premier abord, il est très gentil, respectueux, mais il a des moments d'hallucination qui peuvent le parasiter. Malgré ça, il reste calme et correct. J'ai un binôme expérimenté, 30 ans de carrière en psy, qui m'apprend énormément, notamment des techniques d'entretien. Il a mis aussi en place avec moi un code discret pour signaler une situation dangereuse. Un doigt derrière le dos, ça veut dire qu'il faut faire un entretien à 2 soignants avec le patient. 2 doigts derrière le dos, ça veut dire prépare-toi à agir et à avertir le médecin. Et enfin, 3 doigts, c'est l'alerte maximale et la mise en sécurité. Donc en gros, si je comprends bien, si le gars fait comme ça 3 doigts dans le dos, c'est que c'est la merde. Ces signes, garde-les bien en tête pour la suite de l'histoire. Assez vite, on remarque que Théo développe un comportement inhabituel envers moi. Il me suit, il observe mes faits et gestes, il imite mes postures. Au début, je me dis que ça fait partie de la pathologie, mais je reste vigilante. Un jour, je suis dans le jardin avec des patients pour une activité. Théo, lui, il reste à l'écart et il m'observe. Comme il ne participe pas, je n'insiste pas. En psychiatrie, il faut respecter le libre arbitre des patients. Après l'activité, je retourne vers le service. Il m'attend devant la porte, me bloque légèrement le passage et me dit « Excusez-moi, je dois vous parler. Demain, je vous dirai quelque chose, mais en secret. » Puis, il s'éloigne. Je ne me méfie pas encore à ce moment-là. Je reste tranquille. Le lendemain, j'arrive au travail et on m'annonce que Théo est en permission de sortie. Mes collègues me regardent avec compassion. Mon binôme me tend une enveloppe. Elle vient de Théo. À l'intérieur, une déclaration et un petit collier de perles. Le médecin et le chef de service l'ont déjà lu, conformément au règlement. Je suis tétanisé. Je ressens de la honte, de la peur, et je me demande si j'ai manqué de distance professionnelle. En gros, que tout est ma faute. Je n'ai jamais eu le courage de lire cette lettre, et aujourd'hui, encore 6 ans plus tard, je ne sais toujours pas ce qu'elle contient. Je sais juste qu'il était amoureux de moi. Mes collègues me conseillent de garder mes distances, sans le brusquer. Heureusement, l'équipe est composée à 70% d'hommes, ce qui me rassure un petit peu. Je tombe malade et je suis absente une semaine. À mon retour, mon binôme m'explique que Théo a une grosse décompensation, hallucinations violentes, refus de rentrer, consommation de substances illicites, et à ce moment-là, il est placé en cellule d'isolement pour sa propre sécurité. C'est là que tout bascule. À chaque prise en charge, il demande à me voir. Où est-elle? Je la veux. Ramenez-moi mon amour. Les demandes deviennent vraiment insistantes et carrément violentes. Finalement, il est transféré en unité de soins intensifs pendant 2 mois. Je pars en vacances entre-temps et je ne le revois pas jusqu'à mon retour. En arrivant, j'entends derrière moi « Oh, vous m'avez manqué. Je vais mieux? Ne vous inquiétez pas. » Je reste figé, le cœur serré. Mon collègue me récupère vite. Il me dit « Viens, on va aller boire un café. » Et ça dure comme ça 3 mois. Impossible de le transférer ailleurs parce qu'il est considéré comme stabilisé. Mais un jour, son comportement change. Il devient nerveux, sombre, hyperactif, il me surveille sans cesse, parfois de manière menaçante, au point que mon binôme décide de ne plus me lâcher d'une semelle. Un soir, vers 20h, on entend des coups lents et réguliers, et une voix qui chantonne. On entrouvre la porte, et bien évidemment, c'est Théo. Il est en train de se frapper le poing contre la porte du bureau, mon binôme va vers lui pour le calmer, mais en une fraction de seconde, Théo se précipite et s'assoit juste en face de moi. Il me fixe, les yeux noirs, sans cligner une seule seconde, puis il commence à fouiller autour de moi, à marmonner des incantations, et il se lève brusquement. À ce moment-là, je vois ma vie défiler. Mon binôme se place devant moi et me fait un signe. 3 doigts. Vous vous souvenez? 3 doigts, ça veut dire c'est la merde. Alerte maximale. À ce moment-là, je déclenche l'alarme. Tout s'enchaîne en une seconde. Je vois une main se tendre vers moi, pas celle de mon binôme. Il hurle. Barre-toi, les renforts sont là, je peux pas te protéger. Je pars en courant, croise ma collègue qui sécurise les autres patients et m'enferme à double tour dans un bureau. L'intervention dure près de 2 heures. Quand c'est fini, on vient me chercher, je sors en pleurant, je suis
complètement vidé. Mes collègues m'expliquent qu'apparemment il voulait me courir après, mais heureusement les renforts l'ont maîtrisé à temps. En entretien avec le médecin, il a dit qu'il voulait célébrer notre mariage et qu'il cherchait quelque chose de pointu pour nous faire du mal. Donc à lui et moi. Lorsqu'on ouvre sa chambre, on découvre des dessins enfantins de lui et moi, main dans la main, des poèmes et des pages entières couvertes de mon prénom. Après ça, pour moi, il m'a été impossible de dormir pendant des semaines. Chaque fois qu'il crie « Ramenez-la moi », j'ai une boule au ventre. Tellement c'était trop pour moi, j'ai fini par quitter le service et changer de spécialité. Aujourd'hui, je travaille en bloc opératoire. J'ai appris plus tard qu'il avait fugué pour me chercher à l'accueil de l'hôpital et qu'il passait des heures à me décrire dans les moindres détails. Il savait tout de moi, jusqu'au grain de beauté sur mon visage. Aujourd'hui, il a été transféré en Belgique, mais je suis incapable de remettre les pieds dans ce service. J'adore toujours autant la psychiatrie, mais malheureusement, le traumatisme reste bel et bien là. Merci beaucoup pour ton histoire, ça me fait plaisir que tu m'aies fait confiance pour qu'elle passe sur la chaîne. Bien que tu aies cité des prénoms, je les ai pas du tout cités pour être sûr que ça reste anonyme. C'est un sujet délicat, c'est un sujet qui parle de maladie mentale, qui parle de troubles. Évidemment que cette personne souffre et qu'elle ne le fait probablement pas volontairement. Mais je tiens aussi à préciser que les maladies mentales, c'est des maladies au même titre que les maladies physiques. Quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale ne le fait pas exprès, il ne l'a pas voulu, il n'a pas tiré une carte et il a eu une maladie mentale. C'est une vraie maladie qui mérite d'être soignée au même titre que les maladies physiques. Donc ce fameux Théo, je crois que c'était ça le prénom, il doit probablement souffrir beaucoup. Mais en tout cas, moi je suis content que la psychiatrie ne t'ait pas dégoûté et que t'aies quand même pu garder une sorte de passion pour ça. Aujourd'hui, apparemment tu travailles dans un bloc opératoire, ça reste lié à la santé, donc c'est pas similaire, mais ça reste dans le même domaine. Merci beaucoup pour ton histoire, je te souhaite plein de belles choses pour la suite et un avenir professionnel radieux. Allez, on s'en fait encore une petite dernière. Salut Melvin, je ne sais pas si tu mettras mon histoire sur ta chaîne, mais au moins, je peux enfin la raconter. Elle s'est passée en 2020, pendant le confinement, c'est une histoire un petit peu flippante que je raconte pas souvent. À l'époque, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18, mais je me souviens comme si c'était hier. On vivait dans une vieille ferme, une maison pleine de charme, mais aussi pleine d'histoires. Pourtant, jusque-là, il ne s'était jamais rien passé d'étrange. Comme beaucoup à ce moment-là, je passais mes journées sur Fortnite à faire des nuits blanches et à dormir très peu. Ça tombe bien, j'étais pareil. Un jour, j'ai laissé la porte de ma chambre ouverte, ce que je ne fais d'habitude jamais. Le soir venu, je monte pour, entre guillemets, me coucher, en vrai, pour rejouer avec mes potes. Mon chat, qui d'habitude ne me quitte jamais, refuse d'entrer dans ma chambre. À chaque fois que je le posais sur mon lit, il repartait aussitôt. Bizarre. Mais bon, je me pose pas plus de questions que ça. Avec mes amis, on décide de lancer des maps horreur sur Fortnite pour rigoler. Et là, en plein milieu d'une partie, bam, ma porte se met à claquer. Pourtant, je sais qu'elle était fermée. Je me dis que j'ai peut-être mal entendu et que j'ai halluciné. Vers 3h, 3h30 du matin, j'arrête de jouer et je me mets au lit. Lumière éteinte, je commence à gentiment m'endormir quand soudain, un énorme boom, un coup énorme sur ma table de nuit. Je rallume en panique, mais il n'y a rien. Je décide à ce moment-là de dormir la lumière allumée, mais les yeux grands ouverts, donc je dormais à moitié. Quelques minutes passent, et là, un gros boom. Un deuxième coup, encore plus fort que les deux précédents. Puis, la porte qui claque violemment. Là, je commence vraiment à flipper. Quelques jours plus tard, ma mère fait venir un passeur d'âme, il fait un rituel, puis nous dit qu'il a réussi à faire partir une présence. Selon lui, l'âme qui était dans ma chambre ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas la voir, et que, malencontreusement, ce soir-là, je me serais assise sur sa main. C'est pour ça qu'il s'était énervé et qu'il avait frappé ma table de nuit. J'avoue que j'avais du mal à y croire, mais après ça, l'ambiance dans ma chambre a vraiment changé. Plus rien ne s'est passé, du moins pendant un moment. Quelques années plus tard, j'étais avec mon copain dans cette même chambre, et là, on entend du piano, doucement, mais clairement. Pourtant, ma mère dormait, et il n'y avait personne d'autre dans la maison. Le lendemain, on lui en parle, donc à ma mère, et elle répond très calmement, dans le plus grand des calmes. Oui, je sais. Je l'ai déjà entendu. Il m'aide à m'endormir quand je n'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Merci en tout cas pour ton histoire, elle me paraît plausible, enfin du moins elle peut s'être réellement passée. J'ai une question qui me vient comme ça à chaud. Tu parles de piano tout à la fin, est-ce qu'il y avait un piano dans ta maison, peut-être au sous-sol, à l'étage ou peu importe? S'il n'y a aucun piano dans la maison, là, peut-être qu'il faut se poser des questions, mais je sais pas, à toi de me dire en commentaire. En tout cas, un grand merci. Allez, est-ce qu'on s'en fait une petite dernière, juste vraiment une petite dernière? Allez, salut Melvin, j'espère que tu vas bien. Je suis fan de tes vidéos, j'adore ta façon de raconter, et aujourd'hui je veux te partager une histoire qui, à ce jour, reste pour moi et ma famille sans explication. Elle s'est passée à l'été 2022. Comme chaque année, je pars en vacances fin août avec ma meilleure amie que je connais depuis mes 2 ans, ainsi que nos familles respectives. Cette fois, nos mères se sont occupées de tout. Elles ont trouvé un appartement dans le sud de la France, moyen mais correct, pour cette personne par l'intermédiaire de connaissances. Le jour du départ, on prend le TGV. Arrivé sur place, on se divise pour les trajets en VTC, mon groupe arrive en premier et le chauffeur nous prévient. L'appartement n'est pas accessible en voiture, il faudra finir à pied. Le GPS indique 15 minutes de marche, avec nos valises en pleine chaleur, c'est pas top. On râle un petit peu, mais on se dit que c'est pas grave. En arrivant, on remarque tout de suite un détail. L'appartement est littéralement collé à une église. À première vue, c'est mignon, jusqu'à ce qu'on rentre. Pas un seul miroir, ni dans la salle de bain,
ni dans les chambres, ni dans le salon. Un petit détail bizarre, mais on passe outre. La première nuit, je dors profondément. Le matin, ma meilleure amie nous dit « J'ai pas dormi. Il y a eu des orages toute la nuit. » C'est bizarre parce qu'il n'avait pas plu. Les serviettes dehors étaient complètement sèches. À partir de là, les choses étranges commencent à s'enchaîner. À 3 h du matin, et ce pendant plusieurs nuits de suite, je me réveille en sursaut et j'entends la porte coulissante de la salle de bain s'ouvrir et se fermer encore et encore. Quand je vais voir, elle est fermée, mais le bruit continue. Ma meilleure amie, elle entend toujours de l'orage la nuit alors qu'il n'y a rien. Sa petite sœur fait des crises d'angoisse et des crises de peur sans raison. La salle de bain, c'est la pièce la plus reculée qui est accolée au mur de l'église. Chaque fois que j'y prends ma douche, j'ai l'impression d'être observé. C'est très dérangeant. Et cette cloche, à l'intérieur, on entend à n'importe quelle heure, midi 2, midi 7, midi 13, mais dehors, jamais. Donc on entend une cloche à l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Suite à cela, je mène ma petite enquête. L'église est abandonnée, construite sur un ancien cimetière, reconstruite au XVIIe siècle après avoir été détruite. Et une sombre histoire raconte qu'un curé y aurait brûlé 2 bonnes sœurs, les accusant de sorcellerie. Les disputes commencent à éclater dans le groupe, mais ça, sans raison. Nous, qui d'habitude nous entendions parfaitement bien, on se crie dessus pour des broutilles. Pendant la nuit, on décide de mettre un audio pour se protéger, mais à 3 h du matin, la récitation s'arrête toute seule. Un jour, on retrouve des sous-vêtements inconnus étalés dans le salon, personne ne les reconnaît, et ils appartiennent à personne. La même journée, la mère de ma meilleure amie fait tomber un t-shirt sur l'étendoir du voisin, on descend, mais il n'y a jamais personne, ni ce jour-là, ni aucun autre. Aucun signe de vie dans absolument tout l'immeuble. Et puis, il y a cette fameuse pièce, celle qui est fermée à clé, celle du propriétaire. Un soir, la porte s'ouvre toute seule. On n'ose pas y entrer. Le lendemain, alors qu'on range l'appartement, la petite sœur de ma meilleure amie pose son téléphone sur la banquette. On le voit tous, mais 10 minutes plus tard, il a disparu. On fouille partout. Finalement, en plaisantant, elle ouvre la fameuse pièce du propriétaire. Le téléphone est posé, bien en évidence, sur du linge plié. Elle s'effondre en larmes. Ce n'était pas une blague, elle était restée collée à nous tout le temps. Donc, elle ne nous a jamais quittés. Mais la dernière nuit, c'était le point de rupture. Vers 2 h, avec la petite sœur de ma meilleure amie, on entend une voix de femme chantonner comme un peu dans un film d'horreur. Dans la salle de bain, je vois enfin ce dont elle parlait depuis le début, une ombre noire, immobile et silencieuse. À 4 h du matin, on se lève toutes, incapables de rester une minute de plus, on quitte l'appartement car le train est à 7 h. En rentrant, je veux revoir les photos que j'avais prises de la porte d'entrée, mais malheureusement, elles ont toutes disparu. Et encore aujourd'hui, on en parle parfois entre nous, on n'a jamais trouvé d'explication, juste ce sentiment que dans cet appartement, nous n'étions pas seuls. Voilà, merci beaucoup pour ton histoire, je ne sais de nouveau pas quoi te dire parce que ça touche au paranormal. Si vous avez des explications dans les commentaires, allez-y. Mais c'est vrai que cette mécanique d'avoir un lieu qui est construit sur un ancien cimetière, voilà, généralement quand il y a des choses hantées, ça tourne autour de ça. J'espère qu'aujourd'hui, plus rien ne s'est passé et que vous êtes en sécurité et que tout va bien pour vous. Merci encore de m'avoir raconté ton histoire et merci encore à vous, de toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, de m'avoir envoyé vos histoires, vos témoignages. J'espère que j'ai pu les raconter comme vous me les avez racontés. Parfois, j'ai dû faire des reformulations parce que les phrases étaient un peu bancales. Mais voilà, le sens de l'histoire n'a jamais été changé, la nature également. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à un 5 étoiles sur Spotify et à partager la chaîne à tous vos potes. Si ce format, vous le voulez plus régulièrement, dites-le moi et je le ferai avec très grand plaisir parce que ça change, c'est moi qui lis vos histoires et moi ça me permet aussi un petit peu de varier les formats. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous prends pas plus de temps que ça. Moi je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.